Bonjour à tous. Ça y est, notre webinaire est en train de commencer. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. Bienvenue à bord. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On est obligé d'autoriser les autorisations, en fait, les admissions au fur et à mesure. Bienvenue à bord donc, de ce webinaire organisé donc, par Perception. Merci pour votre participation. On est toujours en train de vérifier les connexions. On a des notifications directes dans les oreilles. En attendant, je vous propose de faire un petit point donc, sur notre événement d'aujourd'hui. On va vous proposer une fois par mois un décortiquage de l'actualité sociale, juridique, paye ou RH, avec des focus ou des alertes sur des points qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et aujourd'hui, donc, je serai accompagné par Jules Magnan, donc de PRH Solutions, les juristes spécialisés en droit social au sein de notre service conseil. Et aujourd'hui, en fait, on va aborder trois sujets au cours de ce numéro. Un premier, en fait, c'est une nouveauté à partager sur la prime de partage de la valeur. Un point de situation donc, sur des congés payés et deux rappels importants, en fait, la mise en place d'une BDESE et le calcul de l'index égalité professionnelle. Alors, comment va fonctionner ce webinar? En fait, il va fonctionner de manière, on a voulu créer un maximum d'interactions avec vous. Donc, vous avez la possibilité d'interagir en permanence. En haut, vous avez un peu de menu en haut de votre écran sur lequel, en fait, vous pouvez appuyer sur l'onglet Conversation pour réagir entre vous, pour envoyer des emojis, envoyer vos réactions en direct. Également, au bout des 30 minutes de présentation, en fait, on ouvrira une session de questions-réponses où vous pouvez poser directement vos questions à Jules. Je vous invite vraiment à utiliser l'onglet Q&R donc pour questions-réponses en haut de ce menu pour nous adresser vos questions. Voilà, et bien, écoute, on va pouvoir démarrer. Bonjour Jules, bienvenue à bord. Bonjour Alexandre, enchanté de retrouver tout le monde. On en est à ce troisième petit webinaire. Donc comme l'a dit Alexandre, l'idée c'est de le faire de manière mensuelle. Donc quatre thèmes aujourd'hui qu'a présenté Alexandre: la PPV, les congés payés, la base de données économique et sociale et environnementale, et l'index égalité professionnelle. On attend juste que tout le monde voilà, soit bien connecté. Parfait. Ça Je semble être m'occupe des le cas. connexions au fur et à mesure. Voilà, parfait. Et puis on va pouvoir commencer. Voilà, on va commencer. Très bien. Alors, donc vous avez devant vous donc les sujets que l'on va aborder au fur et à mesure de ce petit webinaire. Et en premier lieu, la prime de partage de la valeur. Alors pourquoi le dernier webinaire, on avait vu ensemble, c'était le thème central sur la prime de partage de la valeur. Et donc, il s'avère qu'il y a des nouveautés, des précisions à apporter sur le dispositif de partage de la valeur qui a eu lieu le 28 décembre 2023. Donc, c'est l'occasion voilà, de voir ensemble ces nouveautés. On va également parler de l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc, ça va être l'occasion de faire un point sur cette situation. Et puis ensuite, on va s'intéresser à deux sujets en particulier, deux sujets qui nous concernent, on va dire, directement pour ce mois de février: la base de données économique et sociale et environnementale et l'index égalité professionnelle, l'index égalité homme-femme. Donc on va s'atteler à avoir ensemble un petit peu avoir un aperçu de ce qu'il en est au niveau de vos obligations sur ce point en tant qu'employeur. Donc voilà un petit peu le sommaire, le programme. Et tout de suite, on va commencer par la prime de partage de la valeur. Les précisions sur ce dispositif. On l'a vu ensemble, la prime de partage de la valeur lors du dernier webinaire. La prime de partage de la valeur a été modifiée donc à compter du 1er décembre 2023. Un nouveau dispositif qui correspond en partie à l'ancien dispositif et donc qui est reconduit pour donc quelques années à venir, pour 4 ans. Et donc, voilà un petit peu les précisions. Alors, pour rappel, en fait, depuis le 1er décembre 2023, la grande nouveauté de ce dispositif qui était reconduit,
c'est que l'employeur il peut verser 2 primes de partage de la valeur au titre d'une même année civile, en fait. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Face au succès de cette prime de partage de la valeur, qui était à la base la prime Macron, le gouvernement, et puis derrière, le législateur a décidé, en fait, que l'employeur pourrait désormais verser 2 primes de partage de la valeur. On ne le rappellera pas, au cours d'une même année civile. On ne va pas le rappeler, mais tout l'intérêt, de cette prime de partage de la valeur, c'est bien entendu le régime, en fait, renforcé d'exonération. Donc c'est le deuxième petit encadré que vous voyez, en fait, et ce régime renforcé d'exonération de la prime de partage de la valeur, qui est reconduit donc pour 3 années, il y a toujours un régime renforcé d'exonération, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est une nouveauté en soi. Enfin, alors j'ai juste un petit souci, hop, de présentation. Je vous demande juste un petit instant. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Je crois que la présentation s'est arrêtée, Jules. D'accord, bah, je vais la remettre, hein. Hop. Voilà. Alors, hop, partage. Hop. Je suis en train de regarder. Je propose de vous rappeler, voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur la prime de partage de la valeur, que ce soit sur le nouveau mode de calcul en fait des congés payés ou l'index égalité professionnelle ou bien sûr la BDESE, vous avez l'onglet en fait questions-réponses à votre disposition en haut de l'écran. Et bien sûr, à la fin de cette présentation de 30 minutes, Jules répondra à l'intégralité de vos questions. C'est bon, la présentation est revenue, Jules. Parfait, très bien. Merci pour la précision, Alexandre. Donc pour ce qui concerne, le régime, on en était au régime renforcé d'exonération, le deuxième petit encadré, qui a été reconduit donc pour 3 années, puisque tout l'intérêt de cette prime de partage de la valeur, c'est bien entendu, en fait, de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, mais pas que, également donc de CSG-CRDS, de forfait social, et si l'on peut, selon les conditions, d'impôt sur le revenu pour le salarié. C'est l'idée, en fait, de cette prime de partage de la valeur, c'est tout l'intérêt vis-à-vis d'une prime classique, qui serait mise en place de manière unilatérale par l'employeur. Donc, pour rappel, le régime renforcé d'exonération de la prime de partage de la valeur continue pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, comme on l'avait vu lors du dernier webinaire, là aussi, il y a exonération de cotisations sociales, mais plus de CSG-CRDS. Voilà un petit peu, ce qu'il en est. Enfin, un nouveau point, pour rappel de ce nouveau dispositif, de cette prime de partage de la valeur 2024, la possibilité de placer cette prime, le montant de cette prime, pour le salarié sur un plan d'épargne salariale, donc PEE, PEI, ou un plan d'épargne retraite d'entreprise, donc voilà, le PERCO, le PERECO ou PERE-OB. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée voilà, de cette nouvelle prime de partage de la valeur. Le gouvernement a diminué en fait l'exonération pour les entreprises de moins de 50 salariés, pour les entreprises pardon, de plus de 50 salariés. Mais voilà, le dispositif est quand même reconduit et reste intéressant, d'autant plus qu'il peut désormais être versé en 2 fois. Voilà un petit peu ce qu'il en est. On va voir les petites précisions qui ont eu lieu depuis, donc c'est-à-dire qui ont eu lieu le 28 décembre 2023 et qui sont donc en application pour l'année 2024. Hop. Donc les nouveautés. Pour le seuil d'effectif de 50 salariés, on a des règles en fait, d'effectifs désormais qui sont précisées. Puisque comment savoir quand on est employeur et qu'on est, voilà, avec un effectif qui peut,
dépasser 50 salariés sur un mois et puis revenir à 48 salariés? Est-ce que c'est à l'instant T qu'on va prendre cette limitation de 50 salariés? Comment est-ce qu'on va calculer en fait cette règle d'effectif si on est un petit peu juste et savoir en fait si on va pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, mais surtout de CSG, CRDS, forfait social, etc. Ben, ça va être tout simplement être les règles d'effectif prévues par la sécurité sociale. Donc ça n'était pas précisé jusqu'à présent. La précision est désormais faite. Ce sont voilà les règles en fait d'effectif de la sécurité sociale. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces règles d'effectif? C'est la moyenne du nombre de personnes employées, du nombre de salariés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Donc c'est une moyenne en fait sur l'année civile, attention, précédente. D'accord? Donc voilà, je vous invite tous à vérifier ce petit point. Il faut savoir que pour les clients de PRH Solutions, il est possible également de demander, hein, bien entendu, le décompte des effectifs à donc vos gestionnaires de paie. Et ça pourra permettre de savoir si oui ou non vous allez pouvoir bénéficier de l'exonération de CSG, CRDS, etc. sur le montant, en fait, tout simplement, de la prime que vous allez désormais verser donc à vos salariés sur la prime de partage de la valeur. La nouvelle possibilité également, c'est la possibilité de verser 2 primes de partage de la valeur par année civile, donc ça on l'a dit, et il y avait une précision à apporter à ce niveau-là. Est-ce qu'on était dans l'obligation de rédiger une décision unilatérale de l'employeur à nouveau pour, la 2e prime, si on souhaitait en fait, mettre en place une 2e prime ou pas? La précision est faite. Il va bien falloir en fait, mettre en place une 2e décision unilatérale, de l'employeur, une 2e DUE. Mais par contre, la limitation sur le fait de verser un seul versement par trimestre va continuer de courir. Alors attention, pour ceux qui souhaiteraient mettre en place, en fait, tout simplement, 2 primes de partage de la valeur, qui s'aperçoivent, dans un premier temps, qu'ils versent une première prime avec une DIE, s'aperçoivent finalement qu'ils vont avoir besoin ils vont avoir la possibilité surtout en fonction des résultats de la société, ce que je souhaite pour vous, ils vont avoir la possibilité d'en verser une 2e. À partir du moment où ils vont en verser une 2e, il n'est pas possible de verser, parce que puisqu'on peut prévoir plusieurs périodes de versement avec une seule DUE, il n'est pas possible par contre de verser par le biais de 2 DUE différentes, de faire 2 versements au cours du même trimestre. Donc attention à ça, là la règle reste stricte, donc il n'est pas possible, voilà, de faire 2 versements par trimestre. C'est toujours un versement par trimestre, même si on a mis en place 2 DUE, même si on a mis en place 2 primes de partage de la valeur par le biais de 2 DUE. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Pour la 2e prime de partage de la valeur, il faut savoir par contre, la précision est donnée depuis, décembre, donc depuis le 28 décembre 2023, qu'on n'est pas tenu de mettre en œuvre les mêmes dispositions que lors de la première DUE. En fait, de la même façon que chaque année auparavant, on mettait en place une DUE pour l'année, on n'était pas tenu l'année suivante de mettre en place les mêmes conditions. Là, ici, ça va être la même chose. Donc, si on met en place une 2e DUE au cours de l'année, on n'est pas obligé de définir le même montant, on n'est pas obligé de définir les mêmes salariés éligibles, on n'est pas obligé de définir les mêmes conditions de modulation si on veut diminuer la prime en fait en fonction des 5 critères qu'on avait vus, donc l'ancienneté, la classification, la rémunération, la durée de présence effective et la durée en fait de travail prévue dans le contrat. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur cet aspect-là. Une 2e prime de partage de la valeur, libre de disposition, simplement une seule en fait obligation qui va être donnée, c'est celle de faire attention à ne pas faire 2 versements par trimestre. Donc voilà une nouvelle intéressante à ce niveau-là, qui peut vous permettre en fait, d'avoir un montant plus conséquent à verser à vos salariés.
Et enfin, une dernière précision qui a été donnée le 28 décembre, c'est qu'on l'a vu ensemble, la nouvelle prime de partage de la valeur 2024 et le nouveau régime, hein, qui va s'appliquer sur 3 années, c'est la possibilité de verser l'intégralité ou même partiellement un montant de la prime de partage de la valeur sur un plan d'épargne salariale. Et en fait, cette faculté, pour l'instant, n'est pas encore possible car ça sera applicable après la publication d'un décret. Donc on reste quand même dans l'attente de la publication d'un décret pour savoir un petit peu comment on va procéder à ce versement en fait sur le plan d'épargne salariale. Voilà un petit peu ce qu'il en est du point de vue des nouveautés, des nouvelles précisions en fait qui sont données sur la prime de partage de la valeur. Voilà un petit peu ce qu'il en est. On va s'atteler ensuite à faire un point, donc si vous le voulez bien, sur l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Alors pour tous ceux qui auraient des questions sur la prime de partage de la valeur, qu'ils n'hésitent pas à les poser, on y répondra donc que ce soit à la suite de ce webinaire ou si on a besoin par email un peu plus tard. Sur l'acquisition donc des congés payés pendant un arrêt maladie. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette problématique, en d'autres termes, qui a été posée depuis, en fait, le 13 septembre 2023? Alors, on va faire un petit point sur, déjà, première chose, le rappel, ce qu'il en est de cette problématique, et puis ensuite, savoir où on en est sur la situation et voir aussi également la position que vous pouvez adopter en tant qu'employeur. Donc, un rappel, donc déjà, première chose sur la problématique, en fait, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu 3 arrêts. 3 arrêts sur l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. On l'attendait depuis environ 10 ans, on attendait ces arrêts depuis environ 10 ans, puisque une dizaine d'années, puisque une directive de l'Union européenne, en fait, donc imposait à un employeur dans l'Union européenne à ce qu'un salarié en arrêt maladie puisse acquérir des congés payés. Ce n'était pas le cas à proprement parler en France, puisque en France, on faisait toujours une distinction en fonction de savoir si un salarié était en arrêt maladie classique ou s'il était en arrêt de travail. Et il faut savoir également que dans le cas où le salarié était en arrêt de travail au-delà de en fait 1 an, là aussi, on retombait sur le droit commun qui était de ne pas faire en fait acquérir des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pendant un arrêt maladie. Donc la directive européenne n'était pas en fait en adéquation avec la législation française, voire même c'est plutôt l'inverse en fait. C'est l'État français qui n'était pas en adéquation et qui risquait de se faire sanctionner par l'Union européenne. La Cour de cassation a en fait rendu donc 3 arrêts sur la question pour presser en fait le gouvernement, le législateur, à transposer la directive. Ce qu'on appelle transposer la directive, c'est appliquer les dispositions de la directive à la situation en France, en fait, à l'appliquer à la législation française. Et donc, à partir du moment où ça devient une obligation dans la législation française, ça devient une obligation pour les employeurs. Quand ça n'est pas une obligation, en fait, quand c'est une obligation européenne, on peut encore ne pas appliquer la législation européenne lorsque la législation du pays, en tout cas en France, ne correspond pas à celle-ci. Donc, l'idée, jusqu'à présent, c'était la règle classique que tout le monde appliquait, c'était qu'un salarié en arrêt maladie n'allait pas acquérir en fait de congés payés. Là, ici, ce n'est plus le cas avec ces arrêts de la Cour de cassation. Premier arrêt, la Cour de cassation juge qu'un salarié en arrêt maladie non professionnel, arrêt maladie classique, peut acquérir des congés payés, donc c'est-à-dire peut aller jusqu'à 5 semaines de congés payés. Et un salarié qui est en accident du travail, maladie professionnelle au-delà d'1 an, là aussi, va acquérir en fait, donc des congés payés. Donc à ce niveau-là,
ça posait un véritable problème, en fait, à tous les employeurs puisque, la problématique de ces arrêts, c'est, bah, déjà, c'est un arrêt de la Cour de cassation. Donc si un salarié vient à contester la position tenue par l'employeur, il peut éventuellement obtenir gain de cause devant le conseil des prud'hommes, voire même devant la cour d'appel si l'employeur fait appel de la décision. Et donc la problématique, c'est qu'un employeur, bien que la législation française n'ait pas été modifiée sur ce point, risque de se faire condamner. Donc pour éviter voilà, ces condamnations, il va falloir avoir des arguments pour contrer un petit peu ces 3 fameuses jurisprudences. Et j'ai dit 3, pourquoi? Parce qu'il y a une troisième jurisprudence qui a posé la question problématique de savoir jusqu'à combien de temps on pouvait revenir en arrière, en fait, sur la situation. Et ça, c'est une véritable problématique. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une jurisprudence, un arrêt de la Cour de cassation est censé s'appliquer de manière rétroactive. C'est le principe, en tout cas, qui est prévu au niveau de l'application des jurisprudences par la loi. Donc, toute la difficulté, elle est ici sur le fait de savoir combien de temps les salariés vont pouvoir revenir en arrière également. Donc, ces 3 arrêts de la Cour de cassation, pour être clair, ils posent une véritable problématique à tous les employeurs. C'est un petit peu une bombe à retardement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, en tant qu'employeur, savoir si, oui ou non, ces salariés vont pouvoir, en fait, demander donc déjà, acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie. Alors ça, on est en mesure de vous répondre. À l'heure actuelle, effectivement, depuis les jurisprudences, en tout cas du 13 septembre 2023, on va vous inviter à le faire parce que c'est une jurisprudence, elle rentre effectivement, en application. Par contre, la problématique est tout autre. Si on souhaite savoir si des salariés ou même, voilà, d'anciens salariés peuvent en fait, intenter une action en justice contre l'employeur pour réclamer, le rappel, en fait, de salaire, le rappel de l'indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'a pas pu, en fait, acquérir alors qu'il était en arrêt maladie. Et ça, c'est une véritable bombe à retardement. Pourquoi? Parce que, il va falloir savoir jusqu'à quand on peut revenir, en fait, en arrière. Il n'y avait pas de précision dans les arrêts de la Cour de cassation. Le dernier arrêt laisse en fait, ne précise pas suffisamment ce point et ouvre droit même aux salariés à, comment dire, à revenir sur toutes les périodes antérieures. Donc là, on a une véritable problématique pour l'employeur, savoir les salariés, voire même les anciens salariés, est-ce qu'ils pourraient revenir, combien de temps ils pourraient revenir en arrière sur l'acquisition de ces congés payés? Alors, c'est là où justement, déjà, on va pouvoir décortiquer un petit peu, à l'heure actuelle, les limites que nous avons, dont nous disposons. Alors, il y a bien entendu un ensemble d'éléments, de, comment dire, de possibilités offertes à ce niveau-là pour vous défendre devant le conseil des prud'hommes si on en vient jusque-là, ou encore pour expliquer aux salariés ce qu'il en est. La limite actuelle, ça serait de manière au maximum, un salarié pourrait revenir jusqu'au 1er décembre 2009, d'accord? C'est vraiment le pire des cas. Ça, c'est vraiment la situation la plus délicate pour, l'employeur. Heu, c'est si jamais la législation vient à être modifiée et effectivement, il y a cette possibilité-là. En tout cas, pourquoi le 1er décembre 2009? Parce que c'est la date à laquelle, en fait, le traité de Lisbonne a été passé, qui oblige, en fait, le législateur et donc forcément derrière, les employeurs, à appliquer la législation européenne. Donc dans le pire des cas, ça sera le 1er décembre 2009, pas auparavant. Et pourquoi? Parce que, c'est là où on oblige à appliquer, les dispositions européennes et donc forcément, la directive, sur, les congés payés. Sinon, autre possibilité, et là je vous invite à y réfléchir, c'est pour tous les salariés pour tous les anciens salariés qui viendraient en fait demander, comment dire? Un rappel de salaire, le versement de l'indemnité compensatrice des congés payés, à prendre en compte en fait la date de signature du solde de tout compte si le salarié l'a signé. Pourquoi? Parce que le fait de signer en fait, la le solde de tout compte, le reçu pour solde de tout compte,
déclenche une prescription de 6 mois, un délai de prescription de 6 mois, et au-delà de ce délai, un salarié est prescrit, il ne peut plus revenir, en tout cas, en termes de salaire, sur les sommes à ce niveau-là. Sur les sommes, quand on parle de salaire, d'indemnités compensatrices de congés payés, toutes les sommes versées, comment dire, qui ont le caractère de salaire. Enfin, il y a également une troisième possibilité, qu'est-ce qu'il en est pour justement les salariés qui n'auraient pas en fait signé ce solde de tout compte? Alors, soit qui seraient anciens salariés qui auraient quitté la société mais qui n'auraient pas signé, soit sinon pour les salariés à l'heure actuelle, ça serait une prescription de 3 années. Il y a une prescription de 3 ans pour toutes les sommes qui ont le caractère de salaire et comme on considère que l'indemnité compensatrice de congés payés, les congés payés acquis par le salarié mais qu'il n'a pas pu prendre, parce que, la législation n'était pas n'était pas jusqu'à maintenant, ne permettait pas d'acquérir des congés payés. Bah, en fait, tout simplement, elle est prescrite c'est prescrit pour 3 années. Donc du coup, si, en tout cas, l'un de vos salariés vient faire un recours, c'est sur ces 3 aspects qu'il faudra jouer. En sachant qu'on va vous inviter à jouer sur la prescription de 3 ans ou sur la signature du solde de tout compte qui c'est des hypothèses, des possibilités d'arguments, voilà, devant le conseil des prud'hommes, devant un juge, si jamais vous êtes, en position délicate. Donc ça, c'est pour limiter la prescription, pour éviter qu'un salarié revienne trop en arrière pour demander en fait, comment dire? Un rappel de salaire, en d'autres termes, sur les congés payés qu'il n'a pas pu prendre. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur la position, à l'heure actuelle. Enfin, un petit point pour savoir alors à ce niveau-là, pour savoir ce qu'il en est de l'avenir. Comment est-ce que en fait, on va pouvoir, comment dire? Savoir ce qui va se passer. À l'heure actuelle, rappelons que la législation n'a pas été modifiée. On reste sur 2 jurisprudences qui vous obligent pour l'avenir et on vous invite à le faire, à faire acquérir à vos salariés des congés payés pendant un arrêt maladie. Mais pour ce qui est de la situation antérieure, du passé, pour l'instant, la législation n'étant pas modifiée, on est encore en droit de se demander si le gouvernement et le législateur vont suivre la Cour de cassation. Et si vous allez être obligé, du coup, de faire un rappel de salaire. Le point à ce niveau-là était qu'on était dans l'attente d'une décision de la part du Conseil constitutionnel, pardon. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, il faut le savoir, le 8 février 2024 et cette décision n'a pas modifié, en d'autres termes, la situation. Le Conseil constitutionnel a tout simplement indiqué que la législation française à l'heure actuelle était conforme à la législation européenne. Donc, en d'autres termes, ça ne modifie pas la situation. En soi, c'est déjà un premier point, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle en soi, puisque s'il avait jugé que la législation n'était pas conforme à la législation européenne, alors pas conforme à la législation européenne, mais à la Constitution, on aurait été obligé de modifier la loi. Alors la loi va bien être modifiée, ça c'est comment dire? C'est une information qui a été donnée par la première ministre, Elisabeth Borne, le 30 novembre 2023. Elle a bien été modifiée, mais en fait, à l'époque, et c'est toujours le souhait du gouvernement actuel, elle a précisé qu'elle souhaitait réduire au maximum l'impact de la décision de la Cour de cassation pour qu'il n'y ait pas en fait de coût pour l'employeur, pour qu'il n'y ait pas de surcoût. Et du point de vue de l'étude juridique de la situation, on va devoir attendre encore que la loi en fait soit bien modifiée, que le code du travail soit modifié, avant d'être sûr qu'il faille bien appliquer l'acquisition des congés payés pour la situation antérieure. Donc voilà, nous à ce niveau-là, on vous invite, dans le cas où vous vous retrouvez confronté à cette problématique, à attendre, on vous invite même fortement à le faire et en aucun cas à verser à vos salariés des rappels de salaire sur les congés payés acquis. Pour l'instant, il faut attendre en fait acquis pendant un arrêt maladie. Il faut attendre en fait la modification de la loi du code du travail.
Donc, on vous invite à patienter encore un peu et à répondre à vos salariés, s'ils vous posent la question, s'ils s'appuient sur cette jurisprudence, à leur dire tout simplement que la loi n'étant pas modifiée, il faudra attendre la modification de la loi pour effectivement voir ce qu'il en est et éventuellement leur faire le rappel de ces congés payés. Donc, à ce niveau-là, patience et surtout, voilà, ne pas, comment dire, s'affoler et verser tout de suite, les montants. Devant, si jamais on a un recours qui est fait, devant le conseil des prud'hommes, il y a des arguments, comme on l'a vu, pour essayer, en tout cas de s'écarter cette obligation et surtout de dire que, la législation n'a pas été modifiée encore sur ce point. Donc l'idée, c'est de gagner du temps pour éventuellement, en fait, ne pas être, obligé de verser, en tout cas, tout de suite, ces rappels de salaire. D'autant plus que le législateur pourrait, je dis bien parce que c'est pas une obligation, mais ça a été fait pour, la loi Aubry, le passage aux 35 heures, pourrait décréter que ces jurisprudences ne sont pas rétroactives. Et là, ça serait un chamboulement puisque vous n'appliquez en fait, la nouvelle disposition ne s'appliquerait que pour l'avenir, que pour les arrêts maladie à venir. Donc voilà, attention à ça, ne vous précipitez pas, vous êtes en mesure également de nous demander conseil et de voir comment informer vos salariés, comment leur donner les bons arguments pour l'instant, ne pas avoir à verser. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur le point, sur l'acquisition des congés payés, pendant un arrêt maladie. Il ne s'agit pas tout de suite, de verser. Il vaut mieux attendre, éventuellement provisionner. Alors sachez que justement, on a un service data qui peut vous, comment dire? Et qui est en mesure à l'heure actuelle de prévoir, si vous souhaitez provisionner, les sommes, de prévoir ce qu'il va en être si jamais vous êtes tenu d'appliquer les jurisprudences de manière rétroactive. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire appel à nous. On pourra vous faire un devis et vous aurez le montant, en fait, à ce niveau-là, comment dire? De la provision qu'il faudra prendre en cas de décision défavorable. Donc voilà, et pour savoir quand est-ce que va être donnée cette décision, il était prévu que la modification de la législation ait lieu pendant le trimestre 2024. Donc ça sera sûrement au mois de mars, très vraisemblablement, qu'on aura, la décision finale. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Pour ces 2 points d'actualité, on va pouvoir passer à la base de données économiques et sociales et environnementales. Donc pour ce qui concerne, le petit point sur la base de données économiques et sociales et environnementales, on va voir ensemble comment la mettre en place et puis ensuite quel est son contenu pour voir un petit peu ce qu'il en est, faire un petit point, à ce niveau-là sur cette situation. Alors, pourquoi maintenant? Parce qu'on est en début d'année, parce que la base de données économiques et sociales et environnementales, c'est un recueil en fait de données, données qui peuvent être actualisées, enfin qui doivent être actualisées et elles doivent être actualisées pourquoi? Parce qu'il y a, une obligation de la mettre à jour cette base de données. Donc on va s'atteler d'abord à voir ce qu'il en est sur la mise en place. C'est une mise en place, la base de données, comment dire? Économique et sociale et environnementale, elle est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus. Elle se met en place par accord collectif, négocié, soit avec un DS, soit à défaut avec les représentants du personnel. À défaut, on peut encore, à ce niveau-là, la mettre en place de manière unilatérale, donc avec, l'employeur. Pourquoi? Parce que c'est une obligation dans les entreprises de 50 salariés plus de la mettre en place. Alors tout est négociable sur, la base de données économique, et sociale, l'organisation, l'architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement également, les droits d'accès, ceux qui peuvent y accéder, la mise en place en cas d'établissement distinct, le support, comment ça va être mis en place sur l'intranet de la société, et cetera. Les modalités de consultation, est-ce que voilà, des salariés peuvent le consulter ou pas? Le degré d'utilisation et cetera. Cette base de données économique, et sociale et environnementale, elle est à destination quand même des représentants du personnel.
gardons-le en tête. C'est une base de données économique qui doit être mise à jour, mais il faut savoir que voilà, c'est une obligation de le mettre en place, à défaut, c'est un délit d'entrave. C'est 7 500 € d'amende, mais ça reste un délit au pénal. Donc, forcément, derrière, il peut y avoir une condamnation de l'employeur avec inscription sur le casier judiciaire. Rappelons-le, hein, c'est que dans les cas extrêmes, mais à force de refuser de la mettre en place, c'est sûr, vous serez embêté. Donc, il y a une obligation pour être en conformité, ça c'est clair, tout de suite, de la mettre en place. Et cette base de données économiques et sociales, elle a un contenu obligatoire. Bien qu'on puisse en modifier le contenu, il y a un socle obligatoire qui est prévu par la loi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On va voir ensemble ce contenu. Alors, quel est ce contenu? Alors déjà, ce sont des données qui sont sur l'année en cours, raison pour laquelle on en parle maintenant, parce que c'est une année qui débute, en clair, mais on a déjà les données de l'année dernière, le bilan social de la société, etc. Donc on a un certain nombre de données à part entière. Et ces données, donc c'est pour l'année en cours, les 2 années précédentes et des projections pour les 3 prochaines années à venir. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Vous avez un nombre de thèmes, alors je ne vais pas tous les énumérer, avec des sous-catégories. Donc il faudra faire attention à ça. Quand je parle par exemple d'investissement social, ça va être le nombre de recrutements qui ont été faits chaque année, le nombre de contrats, le nombre de salariés, le nombre de stagiaires, etc., etc. Donc il y a des données qui sont clairement édictées, d'accord, qui sont cataloguées. Nous, bien entendu, on va vous inviter à faire ce qui est prévu par la loi et pas forcément aller au-delà. Il n'y a pas de... Voilà, mais après, si vous souhaitez, vous pouvez. Et ces données-là doivent obligatoirement apparaître. Ce sont des données qui sont bien entendu anonymisées. Donc voilà, voilà à ce niveau-là. Notamment pour ce qui concerne la rémunération, il ne s'agit pas de donner la rémunération de tout le monde, mais en fait, c'est des écarts, des pourcentages d'augmentation, etc. Après, je vous inviterai à consulter le texte ou à faire appel à nous, puisque, en fait, au niveau du contenu, il y a un contenu qui est assez large et il aurait été trop long de le développer ensemble. Pour ce qui concerne la mise à jour de cette base de données, il y a des mises à jour qui sont prévues chaque mois, et c'est une obligation là encore, hein. Donc il y a des contrôles qui sont menés par l'inspection du travail sur ce point. Donc chaque mois, en tout cas, il y a l'obligation de, en fait, indiquer dans la base de données économiques et sociales l'évolution des effectifs, donc par type de contrat, par âge, par ancienneté, retracé mois par mois. C'est l'une des seules données, disons-le, l'une des données les plus importantes qu'il faut mettre à jour mensuellement. Pour le reste, il est possible effectivement alors c'est pas il est possible, il est obligatoire chaque trimestre de mettre à jour d'autres données telles que la situation financière de l'entreprise, l'évolution générale des commandes, l'exécution des programmes de production, les retards de paiement, etc. Mais aussi les conditions de travail dans l'entreprise, donc tout ce qui va être les éléments qui justifient le recours à des intérimaires, à des CDD, etc., le nombre de stagiaires. L'emploi, pour l'emploi, on va avoir le bilan des embauches, l'évolution des effectifs, etc. Donc chaque trimestre, il faudra mettre à jour ces thèmes-là, ces données-là. Et enfin, chaque année, l'emploi des handicapés, la formation professionnelle, le rapport sur l'hygiène et la sécurité, la participation et l'intéressement, qui doivent être l'épargne salariale, qui doivent être indiquées, le bilan social et les informations à communiquer au CSE lors des consultations annuelles, politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et d'emploi. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est du point de vue de vos obligations en termes de périodicité. Et justement, c'est là qu'on peut intervenir pour vous aider. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire appel à nous. Là aussi, il y a une possibilité avec les données que nous avons, notamment si vous êtes client chez nous pour la paye, on peut vous aider, bien entendu, à remplir vos obligations au niveau de la base de données économiques et sociales, à vous certifier qu'elles soient conformes, à voir ce qu'il en est pour vous mettre à jour, vous mettre en conformité, etc. Donc voilà ce petit point sur la base de données économiques et sociales. Et on passe à notre quatrième thème sur l'index égalité professionnelle. Donc, l'index égalité professionnelle,
l'index égalité homme-femme. Qu'est-ce qu'il en est? Ben, on en parle maintenant parce qu'il y a une date limite. Le 1er mars de chaque année, pour les entreprises de 50 salariés et plus, il y a l'obligation en fait de calculer, première chose, l'index égalité, égalité homme-femme, et puis deuxième chose, de le déclarer. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est pour le calcul. Alors pour le calcul, il y a un site du gouvernement qui est prévu, donc un simulateur de calcul qui peut vous aider à le calculer sur le site Index EgaPro, mais par contre, à ce niveau-là, il faut savoir que vous n'aurez pas nécessairement la possibilité de modifier, voilà, les données ou de voir comment faire pour avoir, en fait, un index égalité homme-femme professionnel qui soit conforme à ce qu'on vous attend, à ce qu'on attend de vous du point de vue de la législation. Donc on va le voir, qu'est-ce qu'il en est? Cet index, il est calculé sur 100 points. Il est composé de 4 à 5 indicateurs selon votre effectif, selon que vous ayez moins ou plus de 250 salariés. Et il comporte donc un indicateur sur l'écart de rémunération femmes-hommes, un écart de répartition des augmentations individuelles, un écart de répartition des promotions, uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés, le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir à ce niveau-là à déclarer, on le verra ensemble, d'être à 85 en termes d'indicateurs. Et la plupart de ces données qui permettent de calculer en fait cet indicateur, cet index, elles sont en fait données dans la base de données économique et sociale. Donc voilà pourquoi on en parle un petit peu de manière liée, parce que ce sont ces données-là qui vont vous permettre de voir ce qu'il en est, savoir si vous respectez vos obligations au niveau de l'index égalité professionnelle. Donc voilà, à ce niveau-là, cette obligation à ne pas prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'il y a une déclaration à faire. Une déclaration à faire au 1er mars, on l'a dit, c'est la date limite. Donc il faut absolument calculer ces données-là. Donc, pour faire cette déclaration, il y a un formulaire en ligne qu'on retrouve sur le même site que le simulateur, qui permet de déclarer à l'inspection du travail l'index et les indicateurs calculés. Et les obligations, c'est en cas d'index inférieur à 85 points, les entreprises doivent fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs. Et en cas d'index inférieur à 75 points, les entreprises doivent publier complètement les mesures de correction et de rattrapage. Donc attention à ça, parce qu'il y a une publication qui doit obligatoirement être faite pour ceux qui seraient en dessous. Et cette publication, elle doit être faite sur pas l'intranet de la société, mais publication faite au public, donc sur le site internet de la société. Donc attention à ce niveau-là, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir présenter un indicateur valable, d'accord, pour ne pas avoir à mettre en œuvre des actions correctrices. Attention à ceux également qui seraient tenus, en tout cas, de ne pas le mettre en place, puisque l'entreprise s'expose à une sanction très lourde, une pénalité financière qui va jusqu'à 1% de la masse salariale annuelle. Donc il faut là faire très attention à le mettre en œuvre. Et donc, les mesures, quitte à déclarer plutôt, à calculer cet index, à le déclarer même s'il n'est pas conforme, mais à mettre en place par la suite les mesures qui doivent être annuelles et qui doivent être définies ensuite dans la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CESE. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur l'index égalité professionnelle. Une obligation. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, puisque nous proposons justement de calculer en fait cet index égalité professionnelle et à le calculer de telle forme à ce qu'il soit en conformité avec vos obligations légales, à voir les éléments qui pêchent et comment présenter également cet index, puisqu'il y a un nombre, il y a souvent des problématiques au niveau du calcul que ne vont pas vous donner le simulateur. Le simulateur risque souvent de vous donner une note inférieure à celle à laquelle vous pouvez prétendre. On a de nombreux clients qui sont revenus vers nous pour justement voir ce qu'il en était de leurs obligations.
Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour le calculer parce qu'on sera en mesure de vous présenter un index valable, en sachant qu'il s'agit de voilà, jouer sur les chiffres et puis de voir quelle est la situation à ce niveau-là au niveau des textes de loi. Parce qu'il y a un certain nombre de, comment dire, de précisions légales qui peuvent vous aider à avoir, pour tel et tel écart, à avoir le bon index. D'accord? Donc, on pourra étudier vos situations au cas par cas. Là aussi, on a, comment dire, un service, le service data, dont je parlais tout à l'heure, qui sur devis peut vous calculer cet index. Et nous, de notre côté, bien entendu, on se tient à votre disposition au service juridique pour toute demande, pour toute consultation, pour toute demande de formation sur ces points. Voilà pour ce qui était de ce petit webinaire. On peut passer effectivement à la phase de questions, si vous le souhaitez, s'il y a des questions à ce niveau-là. Donc, il y a... Oui, Jules, pour ta présentation, je reprends la parole pour te laisser boire un petit peu et pouvoir souffler. Je vous rappelle bien sûr qu'on a des fiches pratiques sur notre fiche internet, sur notre site internet, et qu'on vous enverra bien sûr les fiches pratiques sur l'index égalité professionnelle, mais également sur les congés payés et sur la prime de partage de la valeur, en remerciement de votre participation, bien sûr, à ce webinaire. On est tout de suite avec les questions-réponses. Donc, pour l'instant, j'en ai que deux. N'hésitez pas à utiliser la partie QR en haut de votre écran pour poser les questions à Jules. Je pense que la première question, en fait, c'est pour le payé. Bonjour, si le salarié n'a pas retourné son solde de tout compte signé, le délai de prescription n'existe pas. Point d'interrogation. alors, on a bien un délai de prescription qui existe. Dans le cas où un salarié ne retourne pas en fait son solde de tout compte signé, c'est ce que font un certain nombre de salariés parfois volontairement. Il a un délai de prescription de 3 ans sur toutes les sommes qui ont trait à du salaire. La Cour de cassation, dans son troisième arrêt, en fait, a ouvert la possibilité d'aller au-delà justement de cette prescription de 3 années. Donc, à ce niveau-là, attention, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais il faut quand même, parce qu'il y a un débat en fait juridique sur cette situation, comme la Cour de cassation n'a pas précisé non plus quel allait être comment dire, le délai de prescription, comme c'est pas suffisamment clair, en tout cas, la réponse n'est pas suffisamment claire pour pouvoir indiquer si c'est 3 ans ou pas. Dans ce cas-là, on n'est pas encore sûr justement de jusqu'à quand le salarié pourrait revenir. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous invite fortement à faire valoir le délai de prescription de 3 années et puis surtout, dans un premier temps, à indiquer que la législation n'étant pas modifiée, on n'est pas encore en mesure de confirmer ce point. Si certes, il y a eu, comment dire, 3 arrêts de la Cour de cassation, cela reste des arrêts de la Cour de cassation qui peuvent être remis en cause, sachez-le, par un nouvel arrêt. Il peut y avoir un revirement et surtout, il va y avoir le gouvernement qui va se positionner sur la question avec son projet de loi et l'Assemblée nationale qui va délibérer avec le Sénat sur la question. Donc, il y aura une modification du Code du travail, c'est sûr. Donc, voilà, à ce niveau-là, sur le délai de prescription, on est encore dans l'attente d'une réponse claire. Ok, très bien. De toute façon, on vous précise également qu'on vous tiendra bien sûr informé de l'évolution de la législation à travers nos newsletters, des breaking news ou même un webinaire spécial en cas de promulgation de la loi. J'ai une question, je pense, qui concerne la prime de partage de la valeur et le versement possible en 2 fois. Cela Alors, signifie-t-il que le montant bénéficiant des exonérations est également doublé? cela signifie-t-il que le montant bénéficiant des exonérations est également doublé? Alors oui, effectivement, c'est le cas. Euh, alors oui, effectivement, c'est le cas. Donc le montant bénéficiant des exonérations, il va être lui aussi doublé. Enfin, en tout cas, les mêmes règles d'exonération vont s'appliquer sur la première prime de partage de la valeur, et donc sur le premier montant, comme sur le deuxième. Donc à ce niveau-là, c'est là où c'est intéressant
de pouvoir en verser 2 et surtout de pouvoir bénéficier pour les 2 primes de partage de la valeur, du montant des exonérations. Donc Ok, voilà un merci petit peu beaucoup, ce qu'il Jules. en est. Une troisième question de Sophie. Bonjour, lorsqu'on a plusieurs sociétés dont une seule a plus de 50 salariés, regroupées en unités économiques et sociales, l'index égalité pro doit porter sur les effectifs donc, de l'UESS ou uniquement sur la société qui a plus de 50 salariés? Merci. Al alors pour, ce qu'il en est de cette question, il est dit au niveau de l'index, égalité professionnelle, il va porter en fait sur par société. Donc, c'est clairement par société, c'est ce qui est dit du point de vue des textes. Après, effectivement, la question va se poser pour une UES. D'un premier abord, je répondrai que ça c'est uniquement par société. Donc dans votre cas, si vous avez plusieurs sociétés regroupées autour d'une unité économique et sociale, eh bien, on va faire les index par société. Après, je vais faire une phase de recherche pour vous confirmer qu'on pourrait mettre en place qu'un seul index pour l'unité économique et sociale. Mais au niveau des textes de loi, c'est par société. Je vois que j'ai plus d'autres questions. N'hésitez pas, notre webinaire va bientôt toucher à sa fin. Donc, si vous avez encore une question à faire passer à Jules, il faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment le moment. On vous remercie tous pour votre participation. Vous l'avez compris, en fait, on reproduira ce webinaire tous les mois avec à la fois des questions d'actualité pour en fait décortiquer avec vous l'ensemble de l'actualité sociale, juridique, paye et RH en fait autour de problématiques comme ça, de suivi également. Merci à tous pour votre participation. Bien sûr, on vous partagera le replay, les documents et les fiches pratiques directement dans votre boîte de réception. On vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à très vite. Merci beaucoup. Merci à tous, à très bientôt donc, pour de nouveaux sujets. Au revoir. Au revoir.